pour vous parler effectivement d'holacratie, qui est une forme, on peut dire la plus aboutie en termes de ce que l'on appelle management et self-management constitutionnel. Et donc, plutôt que d'en parler de manière théorique, j'ai pris le parti d'en parler de manière très, très concrète. Et tout de suite, pour commencer, de vous présenter, de partir donc de cas concrets, juste, et tout de suite commencer par parler de Sarah et puis de Julien. On va commencer par Sarah pour introduire la notion de responsabilité, parce que je me rends compte quand je discute à droite et à gauche dans les entreprises ou dans les conférences que lorsque j'utilise le mot responsabilité, plein de gens ne mettent pas nécessairement, qui m'entendent, ne mettent pas nécessairement le même contenu. Donc, je vais vous définir ce que moi j'entends la responsabilité par responsabilité. Donc, Sarah, c'est l'histoire d'une femme qui travaille dans des rôles marketing dans une entreprise et en particulier qui rédige et qui publie la newsletter dans une entreprise pour laquelle cette activité de publication de la newsletter est vraiment très, très importante puisqu'il y a plusieurs milliers de clients, je crois que c'est 15 000 clients, alimentés par un marketing dit basé sur des entrants. Bon, enfin, pas rentrer dans un terme technique, enfin bref. Cette entreprise, qui est une entreprise donc, dans le domaine de l'IT, met en place l'holacratie, décide d'adopter l'holacratie. Dans les étapes préparatoires à cette adoption de l'holacratie, nous faisons ce qu'on appelle la préparation au lancement, où dans notre jargon, on parle d'encodage, c'est-à-dire de rendre compte sous forme de rôle, on va en parler un peu plus tard, des activités qui sont faites dans cette entreprise. Et pour ce faire, on va rencontrer les uns et les autres et on rencontre Sarah. Et quand on discute avec Sarah, on se rend compte qu'effectivement, elle a plusieurs rôles. Un de ses rôles, ça va être évidemment de rédiger des newsletters et de les publier. Et lorsqu'on s'intéresse au processus qu'elle respecte pour publier ces newsletters, nous apprenons qu'elle avant de publier la newsletter, elle transmet la newsletter à son rédacteur en chef. On va donc voir le rédacteur en chef qui se trouvait en l'occurrence le patron d'entreprise et on lui dit donc qu'est-ce que tu fais quand tu reçois cette newsletter et il nous répond bah, je la lis et je la modifie, j'essaie d'apporter plus de valeur à cette newsletter. Et je sens bien quand il le fait que peut-être en fait il le fait par habitude et je me permets de lui poser la question mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu lises cette newsletter et que tu la modifies? Et il réfléchit 2 minutes, il me dit non, pas du tout. En fait, je pourrais très bien en passer. Sarah a tout à fait les compétences et l'expérience pour pouvoir établir ces newsletters. Et donc, on décide à ce moment-là, donc on avait un angle mort et on décide à ce moment-là de ne pas encoder ou rendre compte de ce rôle rédacteur en chef, de supprimer ce rôle rédacteur en chef, ce qui fait qu'à partir de maintenant, Sarah a toute l'attitude pour non seulement écrire cette newsletter et la publier. Et 3 mois plus tard, donc entre-temps, le lancement s'est effectué de l'holacratie. Et 3 mois plus tard, je vais voir Sarah, puis je lui dis en rigolant, mais Sarah, pour toi, rien n'a changé, puisque tu rédigeais des newsletters, mets en place l'holacratie et tu continues de rédiger des newsletters. Elle me dit, attends, pas du tout, détrompe-toi, Bernard-Marie. En fait, tout a changé parce qu'avant, lorsque je rédigeais ma newsletter, je savais que mon rédacteur en chef allait modifier cette newsletter. Et donc, du coup, j'y mettais pas toutes mes tripes, j'y mettais pas toute mon énergie. Et même, j'avais du mal à me motiver, sachant que mon travail allait être modifié par le rédacteur en chef. Maintenant, c'est clair que j'ai vraiment la responsabilité. Je suis vraiment responsable. Avant, je croyais que j'étais responsable, mais je ne l'étais pas. Maintenant, je suis vraiment responsable parce qu'une fois que j'ai rédigé cette newsletter, c'est celle-là et pas une autre qui va partir. Et je suis la première à savoir, ajoute-t-elle, que je fais des fautes d'orthographe. Et lorsque je fais ces fautes d'orthographe, comme je sais depuis le CP que je fais des fautes d'orthographe, qu'est-ce que je fais? Je demande à 2-3 bonnes copines que j'ai identifiées comme étant très bonnes en orthographe, évidemment, de me corriger ma newsletter avant de l'envoyer. Donc voilà ce qu'on appelle responsabilité. Et tant que cette entreprise n'avait pas mis en place l'holacratie, on aurait pu dire à tort que Sarah était responsable newsletter. En réalité, elle ne l'était pas puisqu'elle se faisait valider. Donc, à chaque fois dans votre entreprise, il y a encore quelque chose de l'ordre de la validation, de l'approbation, fait passer à une figure d'autorité. Sans plus de clarté que ça, dites-vous bien que probablement, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, vous avez encore des leviers pour arriver à ce que moi j'appelle la responsabilité et la responsabilisation. Voilà. Et la deuxième histoire que je vais vous raconter, ça concerne Julia. Et là, on est plus sur la valeur créée. Et Julia, en fait, est une RH, donc DRH dans une entreprise, une petite PME, une 50aine de personnes. Et elle est considérée dans cette entreprise où il y a des consultants
qui délivrent de la valeur à des clients externes, qui sont les divas, en tout cas les productifs. Voilà, les comptables parlent de productifs, ceux qui produisent de la valeur parce qu'ils facturent les clients, sous-entendu les autres. D'ailleurs, ce n'était pas du tout sous-entendu, c'était explicite dans cette entreprise. Les autres qui ne facturent pas les clients, qui ne délivrent pas chez les clients, sont donc les improductifs, réputés être improductifs. Donc, sous-entendu, ils ne créent pas de valeur. Elle en fait partie, comme la comptabilité et d'autres fonctions internes, comme l'informatique, la comptabilité, etc. Et cette entreprise a besoin de créer de la valeur. Et donc, elle pose la question de la création d'une culture centrée sur la valeur ajoutée. Et du coup, pour Julia, en fait, c'est suivi tout un travail qui fait qu'à un moment donné, Julia a été mise en relation avec d'autres clients, d'autres entreprises. Elle, improductive, support interne, back-office, a été mise en relation avec d'autres entreprises qui avaient besoin de services en RH. Et il s'est trouvé qu'assez rapidement, Julia s'est mise à facturer des clients externes à l'entreprise. Elle, qui était réputée improductive, elle a commencé à apporter de la valeur à d'autres clients externes de l'entreprise, voire même à des clients que l'entreprise avait déjà, mais sur d'autres offres de services. Et donc, on ne pouvait plus l'appeler improductive. Maintenant, elle créait de la valeur, elle facturait. Et à force de facturer, elle a même recruté quelqu'un pour déléguer toutes les tâches liées à la direction des ressources humaines, enfin au travail des activités de ressources humaines, dans lesquelles elle n'était pas la plus talentueuse. Elle pouvait se le permettre puisqu'elle facturait. Et elle a pu continuer ainsi à développer toujours plus de création de valeur ajoutée dans son rôle de RH. Et donc, elle est arrivée à un modèle mental où elle ne se considérait plus du tout improductive. En fait, elle avait plusieurs clients. Elle avait un client qui était l'entreprise dans laquelle elle travaillait et qui la payait parce qu'elle était salariée de cette entreprise. C'était un de ses clients. Et puis, elle avait d'autres clients externes. La seule différence entre ce client et les autres clients, c'est juste qu'elle était salariée de ce client. Mais c'est juste de la cuisine financière. Et voilà comment dans cette entreprise, on a entrepris, parce que cette histoire est véridique et j'ai été un des leviers que nous avons mis en place pour que la culture centrée sur la valeur puisse être opérée par tout à chacun. Et voilà ce qui s'est passé avec Julia. Et bien sûr, pour arriver à ça, il y a besoin d'un certain nombre de choses, il y a besoin d'un certain nombre de clés. Et voilà les clés. Donc, la première clé, qui sont des clés qui sont portées par l'Holacracy et de manière générale par le management constitutionnel, c'est ce qu'on appelle la raison d'être évolutionnaire. Je préciserai le terme d'évolutionnaire parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de raison d'être. Donc, raison d'être évolutionnaire, création de valeur, vous verrez, c'est des synonymes. Ensuite, la deuxième clé, c'est ce qu'on appelle le rôle. J'en ai parlé tout à l'heure. Rôle, mais on pourrait parler de cercle, on pourrait parler aussi de l'ensemble de l'entreprise ou de l'holarchie. La troisième clé, c'est l'art du triage. J'en parlerai un petit peu. Et puis, la quatrième, c'est ce qu'on appelle la tension dynamique. Et la cinquième, c'est la puissance par la gouvernance. Comment est-ce que vous pouvez offrir à vos salariés, qui, s'ils s'en emparent ou s'ils souhaitent s'en emparer, un super pouvoir, celui de limiter tout ce qui les empêche de créer de la valeur. Voilà 5 clés fondamentales que vous allez retrouver dans une constitution bien faite et en particulier la forme la plus aboutie à date, qui est celle de l'Holacracy. Parlons maintenant de raison d'être évolutionnaire. En fait, ce qu'on entend par évolutionnaire dans la raison d'être, c'est simplement de se dire que tout rôle, tout cercle dans une entreprise, l'organisation tout entière, l'ensemble des rôles qui la constituent ou des cercles qui la constituent, toutes ces entités, rôles, cercles, organisations, sont des êtres vivants, dotés de leur propre identité et qui constituent une holarchie, un peu comme n'importe quelle structure vivante en fait. Et donc, chaque entité, chaque rôle, voyez-le comme une mini-entreprise. En fait, considérez l'ensemble de l'entreprise comme une galaxie de mini-entreprises ou de micro-entreprises, un peu comme dans une ville, il y a des boulangers, il y a des charcutiers, des agences de voyage, et puis aussi des quartiers qui pourraient être à l'image des cercles. Donc, dans une ville, il y a bien des boutiques, des artisans, des entrepreneurs, des quartiers et l'ensemble de la ville. Et chacune de ces entités est vivante. De la même manière, en holacratie, eh bien, l'organisation tout entière, cette holarchie, le cercle, un quartier, chaque rôle, chaque boutique est un être vivant doté de sa propre identité et donc doté de sa propre raison d'être. Et la question maintenant, c'est à nous d'être à l'écoute de la raison d'être, de ce qui aspire à être vécu par cette entreprise, de ce qui aspire à être vécu par ce quartier, ce cercle, de ce qui aspire à être vécu par ce rôle, cette mini-entreprise. Et en fait, cette raison d'être, on l'a définie comme étant le potentiel créateur. Alors, on est vraiment sur la valeur créée, le potentiel créateur le plus profond
que cette organisation, que ce cercle, que ce rôle, cette mini-entreprise est appelée à exprimer dans le monde, est appelée à exprimer dans le monde, compte tenu de toutes les contraintes auxquelles elle est soumise et compte tenu de toutes les ressources dont elle dispose, toutes les choses dont elle dispose, tous les talents dont elle dispose. Donc voilà la notion de raison d'être évolutionnaire. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé mentalement par un être humain. Ce n'est pas la raison d'être telle qu'elle est définie par la loi Pacte comme étant le dénominateur commun de ce que l'entreprise doit apporter à l'ensemble des parties prenantes. Ça n'est pas réservé à l'étage de l'organisation. En fait, c'est fractal, c'est holarchique, c'est à tous les niveaux d'entreprise, à tous les étages, au niveau du rôle, au niveau d'un cercle et au niveau d'entreprise. C'est quelque chose qu'on va écouter. On va écouter ce vers quoi aspire à être ou à vivre ou à évoluer cette entreprise, ce cercle et ce rôle. Voilà donc la notion de raison d'être évolutionnaire. Ensuite, on va aller du côté du rôle du cercle et de l'holarchie, donc qui est le deuxième élément que je voudrais vous présenter rapidement. Et donc, la notion de responsabilité dans une entreprise qui utiliserait ou qui utilise l'holacratie ou un management constitutionnel est basée sur autre chose que le fameux à qui tu reportes, qui n'apporte pas grand-chose qui n'offre pas grand-chose comme information. Plus utile en fait pour tout à chacun, et on est encore sur la responsabilité, rappelez-vous de Sarah, plus utile quand tu es dans ton entreprise, dans ta micro-entreprise, un rôle marketing par exemple, la micro-entreprise marketing. Et ce qui est intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est que tu puisses nous dire de façon explicite quelles sont les offres et les produits que tu nous offres. Qu'est-ce que tu offres? Quelles sont tes propositions de valeur? Et deuxième question, qui sont tes clients? Qui sont tes clients en interne ou en externe? Dans une entreprise que j'ai accompagnée récemment, le marketing n'avait pas la conscience de quels sont ses clients en interne. Et en fait, il en avait un évident, il y en a plusieurs évidents, mais il en avait un évident qui était le commerce, le service commercial, à qui l'entreprise marketing, en fait, sa proposition de valeur, c'était de générer des leads, donc des opportunités commerciales qu'elle transmettait au service commercial pour que ce service commercial puisse traduire ou convertir plutôt en contrats signés avec des clients des opportunités avec des prospects. Donc, on est bien dans une relation de client-fournisseur. L'entreprise marketing, le rôle marketing est donc une entreprise qui a comme proposition de valeur pour ce segment de clients particulier qui est le service commercial et l'ensemble des commerciaux de générer des leads. Et donc pour l'entreprise marketing, les questions qui sont intéressantes, c'est quels sont tes clients, quelle proposition de valeur tu leur offres, quel est le potentiel, quelle est la finalité, quel est le challenge de ton rôle, quel est son potentiel créateur, sa raison d'être, on a parlé tout à l'heure. Et puis aussi, tu peux être en posture de fournisseur. Donc, de quoi tu as besoin des autres rôles finalement? Tu es client de quel fournisseur en interne? Et on établit ainsi des relations de pair à pair entre rôles ou entre cercles de clients-fournisseurs. Et on est tous, les uns et les autres, affectés à des rôles qui correspondent probablement à nos potentiels de talent. Ce serait quand même là où on crée le maximum de valeur. Et on a des accords mutuels qui est à la base du self-management. Si vous regardez les modèles les plus avancés comme celui de Morningstar, on parle de CLOU. Colleague Letter of Understanding, c'est uniquement tout le modèle, la structure repose sur ça, c'est-à-dire des relations et des accords mutuels entre un rôle, une activité et puis ses fournisseurs et ses clients. Donc, c'est la même chose ici. Donc, en résumé, un rôle, c'est une activité d'entreprise, marketing, finance, événements, des activités habituelles d'entreprise. Mais simplement, c'est un contenant qui a exactement la forme et qui fonctionne comme une mini-entreprise. Une personne ou plusieurs personnes peuvent être affectées à ce rôle et vont agir tel entrepreneur. C'est quoi la finalité, la raison d'être de cette micro-entreprise, la raison d'être de ce rôle, on a parlé avant. Quels sont les segments de clients que tu sers? Et ça peut être des segments de clients, ça peut être des clients internes, des clients externes. Rappelez-vous cette fois la deuxième histoire avec Julia. Julia, elle n'était pas un productif back-office, pas du tout. Elle a toujours été productive et elle servait des clients internes. Et puis, on a démontré que les clients externes, c'est la même chose que les clients internes. Et ainsi, tous les rôles peuvent créer de la valeur. Donc, quels sont tes clients, internes ou externes, peu importe. Quelles propositions de valeur tu peux leur apporter et de quoi tu as besoin? Quels sont tes fournisseurs qui t'apportent, sur lesquels tu comptes, qui eux-mêmes t'apportent de la valeur? Donc, voilà la notion de rôle. Vous généralisez à la notion de cercle, c'est la même chose. Vous généralisez à la notion d'entreprise, c'est exactement la même chose. Tout est toujours la même chose puisqu'on est dans une organisation qui est fractale.
Voilà, pour passer rapidement sur la notion de rôle. Et puis, au passage, notez que toutes ces clés, ces 5 clés, sont définies dans une constitution pour les organisations. C'est pour ça que je parle de management constitutionnel, qui est le concept qui englobe tous ces types de management, avec holacratie, qui est la forme la plus aboutie à date, en tout cas à notre connaissance, à l'Institut de recherche IGI, pour avoir une constitution qui offre tout ce que je suis en train de vous présenter, basé sur des cas concrets. Alors, pour poursuivre, je voudrais aller du côté de l'art du triage et de la puissance par la gouvernance. Effectivement, dans toute forme de management constitutionnel de type holacratie, vous allez retrouver un espace de gouvernance et des espaces de triage, et plutôt d'art de triage. Alors, et puis, ça peut se matérialiser, mais ça, c'est juste le haut de l'iceberg, par 2 réunions. Donc, assez régulièrement, chaque cercle, chaque quartier va avoir des réunions de gouvernance qui permettent à chaque entrepreneur, chaque rôle, chaque boutique de gouverner par lui-même au sein d'un espace de gouvernance collectif de son quartier tout ce qui pourrait limiter la création de valeur dans son rôle. Donc, ça peut être limiter des freins, des blocages qui l'empêchent de créer de la valeur, mais aussi de gouverner des modifications, une altération de l'organigramme, de la façon dont ça fonctionne ici, pour viser des améliorations dans la durée et donc plus de valeur créée par son rôle, ou des innovations. Donc, amélioration, innovation ou traitement de façon durable des problèmes. Pour moi, j'englobe tout ça dans création de valeur, création plus de valeur pour mes clients. Et donc, en fait, la particularité de ce modèle constitutionnel qui est holacratie, c'est de pouvoir permettre à tout à chacun, à toute personne, à partir du moment où il exerce un rôle, de gouverner tout ce qui limite la création de valeur. Vous mettez dans la création de valeur la résolution durable des problèmes qu'il rencontre par lui-même, alors qu'avant, il faisait des demandes à un responsable hiérarchique qui avait le temps, pas le temps de traiter, il pouvait renouveler sa demande et puis à force d'attendre, il se résignait. Je vous fais pas, voilà, vous connaissez cette histoire. Ou des initiatives pour améliorer ou des initiatives pour innover. On lui donne le contrôle constitutionnellement, la Constitution, lui, à partir du moment où il a affecté un rôle, on lui donne le contrôle de cet espace, de ce rôle, de cette entreprise, jusqu'à y compris la possibilité de gouverner tout ce qui limite le bon fonctionnement de son entreprise. Et là, on est sur un autre super pouvoir qui est, donc il y a des processus, il y a un autre super pouvoir qui est celui de Bernard Marie, en l'occurrence. Je vais vous en présenter 2, puis je prendrai Bernard Marie pour le super pouvoir, et puis, pas parce que c'est moi, et puis Elisabeth Ebrono pour l'art du triage. Donc, l'histoire que je vais vous raconter est arrivée il y a plusieurs années. Je me trouvais, donc, je donne des formations assez régulièrement. Là, il s'agissait d'une formation sur un format de 2 jours. Et, et dans la salle de formation que j'ai découvert à peu près en même temps que les participants, une vingtaine de participants, il y avait un énorme poteau au milieu. Déjà, le poteau très gênant pour moi et très gênant pour l'ensemble des participants. Donc, le truc, vraiment le cauchemar pour tout le monde. Et ça pendant 2 jours, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de changer de salle pendant les 2 journées. Donc, évidemment, ce que j'ai fait, je suis allé voir la personne qui a réservé le lieu et je lui ai dit, plus jamais ça. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, en tant qu'entrepreneur, je veux bien que des choses comme ça se passent une fois. C'est une erreur, il n'y a pas de problème, ou un apprentissage, mais je ne veux pas que ça se passe 2 fois. Je ne veux pas que ça se passe, je veux que ça ne se reproduise plus jamais. Je veux bien vivre cette expérience pour apprendre une fois. Et je voudrais que l'ensemble de l'entreprise, où j'ai l'exigence que toute mon entreprise, et mes rôles en particulier, et mes entreprises, apprennent ça à vie, de manière à passer à la classe supérieure. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en gouvernance, puisqu'on m'a expliqué que je pouvais gouverner tout ce qui limitait la création de valeur. En l'occurrence, ce poteau-là, je peux vous dire qu'il a limité mon potentiel créatif de valeur. Et largement même. Et donc, du coup, je suis allé à cet espace de gouvernance et j'ai proposé que ça n'arrive plus jamais. Donc, je vous fais court, un processus de gouvernance collectif qui nous a permis d'arriver à la fin à modifier le rôle. Donc, il y a un rôle fournisseur des lieux, donc un rôle qui est chargé comme offre de service de sélectionner pour vous des lieux, de contracter avec des lieux. Et donc, on a modifié ce processus, ou j'ai proposé de modifier à travers ce processus la proposition de valeur de ce rôle lieu, ce qui est assez logique puisque c'est un de mes fournisseurs.
moi, dans mon rôle de formateur. Et la proposition qui a été faite, qui a été modifiée, c'est de dire l'offre de service dorénavant de cette entreprise particulière qui trouve des lieux pour vous, eh ben, ça a été recherché, sélectionné, contracté avec des lieux dans le respect du cahier des charges fourni par ses clients. Et moi, je faisais partie des clients dans mon rôle formateur. Et une fois que cette proposition de valeur a été décidée de manière collective dans un processus très agile, puisqu'on ne demande pas si tout le monde est d'accord, mais on demande on demande à chacun des capteurs de l'entreprise, est-ce que tu vois une raison qui fait que ça nous causerait du tort? Et donc, il n'y avait pas de raison pour que ça crée du tort, donc ça a été plié assez rapidement. Et moi, à l'issue de la réunion, à la sortie de la réunion, je me suis empressé de créer mon premier cahier des charges, le cahier des charges 1.0 pour les lieux dont j'avais besoin pour mes formations. J'ai ouvert une page blanche et j'ai mis plus jamais de poteaux au milieu des salles. Point barre. Ainsi est née la version 1.0 du cahier des charges. Le temps a passé depuis. Ce cahier des charges s'est largement complété. Il fait 15 pages maintenant. Un cahier des charges fonctionnel, etc., etc. Donc voilà une histoire concrète, comment je peux, quand je dis je, c'est n'importe quel collaborateur qui a un rôle, peut gouverner dans la durée tout ce qui limite la création de valeur à partir de ses rôles. Voilà ce que j'appelle le super pouvoir. Deuxième aspect que je voulais partager avec vous, ce que j'appelle l'art du triage. Donc, bien sûr, il y a une réunion pour apprendre ça, ce qui est la réunion de triage, qui est probablement la plupart du temps une réunion hebdomadaire, peut être quotidienne dans certaines activités qui fonctionnent à un rythme quotidien, comme des ateliers, des restaurants, etc. Mais en général, très souvent, le rythme est plutôt à la semaine. Quelqu'un en prendrait ce processus-là. C'est l'histoire d'Elisabeth et Bruno. Elisabeth et Bruno, l'histoire est simple. Elisabeth, directrice marketing, et puis Bruno, directeur de la stratégie produit, beaucoup plus gradé. Et Elisabeth doit publier dans cette activité, un catalogue papier, print comme on dit, des produits. Donc, catalogue des produits papier dans leur activité, ça fait sens. Et Elisabeth de relancer régulièrement Bruno sur les derniers produits qu'il souhaiterait inclure dans ce catalogue papier. Et Bruno, qui est quelqu'un de très sollicité, de très occupé sur plein de sujets, répondait naturellement à Elisabeth. Bien sûr, j'y pense. Mais les semaines passaient, et Elisabeth commençait à être fatiguée, usée. Son niveau d'énergie créatrice diminuait. Et Bruno était toujours occupé par monts et par vaux. Donc, on avait Elisabeth qui commençait à être très préoccupée. On avait de l'autre côté, on avait Bruno qui continuait à être surchargé. Et ça aurait pu mal se terminer, cette histoire. Ça aurait pu se terminer par un conflit interpersonnel. Au lieu de ça, l'art du triage, c'était la capacité de tout à chacun, et en l'occurrence pour Elisabeth, de pouvoir se mettre en mouvement pour traiter par elle-même toutes sortes de difficultés, y compris même quand elle est en situation de dépendance de quelqu'un. Parce que l'histoire d'Elisabeth, on la connaît tous. C'est le jeu du chat et la souris. Et puis, si l'autre que vous attendez est plus gradé, vous pouvez attendre longtemps. Et vous pouvez vous résigner. Puis à force de vous résigner après année, vous pouvez même décider de partir de l'entreprise. Ou alors vous restez dans un état qui n'est pas terrible. Donc, l'art du triage, en fait, c'est la capacité d'utiliser tous les outils qui vous sont fournis. Là, j'en présente 5, mais il y en a beaucoup plus en fait dans la Constitution. Tous ces outils pour vous mettre en mouvement et de sortir de la situation de dépendance de quelqu'un qui n'est pas très bon pour la santé. Donc, très concrètement, Elisabeth m'a demandé un petit coaching, justement, sur l'art de triage, et je lui ai proposé plusieurs solutions. Et la première proposition qu'elle a retenue, c'était de dire, bon ben voilà, plutôt que d'attendre et de faire des demandes, elle a utilisé un petit processus que nous on appelle annoncer la couleur, ce qu'elle a mis en application immédiatement. Elle a écrit sur le réseau social, donc ça c'est l'usage dans cette entreprise, elle a écrit à Bruno, parce qu'il ne se voyait pas trop physiquement, elle a écrit Bruno, sache que je m'apprête à publier le catalogue en l'état. Et la publication et le bon à tirer, je vais l'envoyer à l'imprimeur à telle date. Et la telle date, c'était 5 ou 6 jours plus tard. C'était un mercredi, je me rappelle. Mercredi, on devait être quelque chose comme un mardi de la semaine d'avant. Et donc, elle annonçait la couleur. Et puis, elle ajoute, bon, si tu as des produits que tu souhaites que j'ajoute dans le catalogue, je pourrais le faire que jusqu'au mardi avant la date du mercredi. Point barre, c'est tout. Elisabeth avait regagné de l'énergie. Elle n'était plus en situation de dépendance. Alors, cette énergie, on peut la mesurer. Je me suis amusé à mesurer. C'est facilement 20 à 25% de l'énergie qu'on peut perdre lorsqu'on est en situation de dépendance d'autres personnes dans ce genre de situation. Et Bruno, en fait, ça l'a arrangé parce que Bruno, il est tellement occupé, dispersé sur plein de sujets stratégiques que du coup, il était content parce que là, on lui posait un cadre. L'action d'Elisabeth a pu lui poser un cadre qui lui a permis de se poser, de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je mets du temps? Est-ce que je mets une priorité
pour rajouter les quelques produits au catalogue auquel je pense. Si la réponse est oui, ben, il va le faire. Si la réponse est non, il ne va pas le faire. Donc, on voit bien que ce petit outil, cet art du triage, qui fait partie c'est un des outils dans l'art du triage, il y en a des dizaines d'outils comme ça, qui sont portés par cette constitution, et pour ça qu'ils sont difficilement utilisables dans un modèle conventionnel hiérarchique, eh bien, a permis à Bruno de s'arrêter dans son flux de priorité, de se poser la question. Donc, c'est lui apporter le cadre dont il avait besoin pour se poser. Et à Elisabeth, ça lui a permis de sortir de cette dépendance dans laquelle elle pouvait perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voilà, deux petites histoires concrètes sur l'art du triage et la puissance, le super pouvoir de la gouvernance. Pour terminer, je voudrais aller sur le cinquième outil, ou la cinquième clé, qui est ce que j'appelle la tension dynamique. J'ai rajouté dynamique parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens mettaient dans la catégorie tension les conflits interpersonnels, les problèmes, etc. Non, non, une tension est une tension, un problème interpersonnel est un problème interpersonnel, un irritant est un irritant, un problème est un problème, rien à voir avec la tension. Une tension est définie comme étant un écart entre ce qui est et pourrait être dans une situation dans l'exercice de mes rôles. Il y a la situation actuelle, il y a un potentiel et un idéal que je pourrais viser. Le truc, c'est qu'il y a assez peu de gens qui spontanément vont imaginer des idéaux. Et donc, effectivement, là, on pourrait se dire qu'il y a peut-être un gisement en termes de leadership, un gisement en termes de création de valeur. Et l'écart entre les deux, ça s'appelle une tension. Et là, plutôt que d'en parler de manière théorique, je vais reprendre une autre histoire, qui est l'histoire de Georges. J'aurais parcouru presque toutes mes histoires. Il me restera Fabien et Dominique. On fera ça peut-être pour la question-réponse. Donc, Georges est un ouvrier qui arrive donc, dans une entreprise, 3 équipes de 8, donc qui tournent 24-24. Georges est un ouvrier, il arrive à l'équipe du petit matin, genre 6h, 6h30 du matin. Il se trouve que j'étais là parce qu'on accompagnait ce client à ce moment-là, et on était sur site. Georges arrive, fou furieux, parce qu'il ne retrouve pas les outils dont il a besoin à son poste de travail. Et évidemment, immédiatement, on tombe dans le triangle de Karpman, le triangle dramatique, et donc il était fou furieux et commençait à crier des noms d'oiseaux en parlant de son camarade ou son collègue, celui qui était au même poste de travail, mais l'équipe d'avant. Je ne vous fais pas de dessin, il était rouge, écarlate. Donc, il était en mode réaction par rapport à un problème. Et le mode réaction par rapport à un problème, très chargé émotionnellement en l'occurrence, est souvent le mode réactif qu'on peut avoir face au problème. Et donc, en fait, il n'était pas, comme il était en mode réaction par rapport à un problème, tout ce qu'il allait entreprendre par la suite n'aurait jamais traité le problème. En réalité, et ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus, en réalité, il aurait réagi pour réduire le niveau d'anxiété ou de stress que lui occasionnait l'expérience de ce problème. Je voulais généraliser, là c'est vrai qu'on n'est pas tous en mode émotionnel par rapport à des problèmes, mais très souvent, on est en réaction par rapport à des problèmes. Quand je dis on, c'est plus de 90% des gens que j'interroge dans les entreprises par lesquelles je passe sont en réaction par rapport à des problèmes et en fait, ils croient qu'ils traitent des problèmes. En réalité, il n'en est rien, ils ne traitent pas les problèmes. Ils traitent en fait, ils cherchent à réduire de façon inconsciente l'anxiété que leur occasionne le problème. Et dès que cette anxiété est un petit peu réduite, à ce moment-là, eh bien, ils lâchent tout et le problème n'est pas traité durablement. Pourquoi? Parce qu'on est encore en mode réactif par rapport à des problèmes plutôt que d'être en mode créatif par rapport à un idéal, par rapport à la gestion d'une tension. Et vous voyez le lien avec ce que je viens de vous dire avant. Et donc, Georges, j'ai proposé de l'aider, toujours dans l'art du triage. Je lui ai donné un peu d'écoute parce que pour descendre son niveau émotionnel. Ça a pris quelques minutes. Et ensuite, je l'ai accompagné de la manière suivante et je lui ai dit, Georges, si tu considères que ce qui t'arrive est un problème, parce qu'il considérait que c'était un problème, si tu considères mentalement que c'est un problème, il était moins chargé émotionnellement, c'est donc un frein par rapport à quelque chose auquel tu aspires. Oui, problème, sinon ce n'est pas un problème, c'est donc un frein. Mais si c'est un frein vers quoi? Et là, c'était pas simple parce qu'il se censurait, il n'avait pas développé l'habitude. Et là, vous pouvez généraliser parce qu'il y avait beaucoup de gens comme ça. Il n'avait pas développé l'habitude de se projeter dans quelque chose qui lui apparaissait utopique, idéalistique, loin. Ces gens-là, ils parlent de la vraie vie, genre comme si dans la vraie vie, il n'y avait que des problèmes et qu'on n'avait pas le droit de rêver. Et qu'il y avait une espèce de censure dans son modèle mental sur le fait de rêver. Je dis oui, c'est un frein par rapport à quoi? Ça restera entre nous, je te promets. Et donc là, il s'est lâché. En fait, mon rêve, je vais te le dire, Bernard, mon rêve, c'est que l'atelier, il soit propre et bien rangé. Je rêve d'un atelier Feng Shui. Et il s'était autorisé, sous le sceau de la permission et le cadre protecteur que j'avais posé, la confidentialité, à rêver. Et je dis, reste connecté à ton rêve. Ton rêve, ce qui est d'avoir
On sait que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas grave. Reste connecté à ton rêve. Ton rêve, c'est que l'atelier soit propre et bien rangé. Et tiens-le de la main droite, ce rêve-là. Et de la main gauche, regarde la situation actuelle. Est-ce que tu sens l'écart entre les deux? Il me dit oui. Et là, je lui dis voilà, là maintenant, tu as compris ce que c'était qu'une tension. Parce que c'est ça une tension. Et la propriété extraordinaire, c'est que quand vous ressentez vraiment la tension, ce que les gens ne font pas en général, parce qu'en général, ils restent juste avec la main gauche, les pieds dans le camp, dans la situation qui n'est pas agréable. Et puis, il y en a d'autres, souvent on trouve ça au niveau des, plutôt en haut des hiérarchies, qui passent leur temps à planer dans les idéaux, mais qui sont loin de la réalité. Si on arrivait à recouvrer, distinguer, sortir de cette dualité, il y a celui qui gouverne, qui a la tête dans les nuages, et celui qui est gouverné, qui a les pieds dans le cambouis. Si on arrivait à ce que tout à chacun, à réunifier tout ça, que tout à chacun soit en même temps la tête dans les nuages et les pieds dans la réalité, alors on pourrait recréer du leadership non hors sol. Et à partir du moment où cette personne ressent, et vous ressentez cette différence de potentiel, hein, le mot tension, prenez-le de l'électricité, de la matière électricité, eh bien, vous avez de la puissance, vous avez de l'énergie créatrice. Vous n'êtes pas émotionnellement chargé. Ce n'est pas toujours confortable, mais en même temps, vous n'êtes pas émotionnellement chargé. Vous avez une énergie parce que nous, les êtres humains, nous sommes des piles qui fonctionnent avec des tensions dynamiques. Il suffit d'en brancher, d'oser tenir les deux pôles de cette tension. Et à partir de ce moment-là, vous avez une énergie créatrice. Et il vous suffit non pas de chercher, de définir intellectuellement toutes les étapes à faire pour arriver à l'idéal, pas du tout. Non, non. Il vous suffit simplement de vous projeter sur le premier pas, de passer à l'acte. Premier pas que vous faites vous-même, pas un pas où vous dépendez de Bruno, un pas que vous faites vous-même sur lequel vous avez tous les leviers. Et le fait de passer à l'acte va enrichir, va augmenter cette puissance créatrice. Peut-être que vous allez d'ailleurs modifier au fur et à mesure que vous avancez pas à pas l'idéal. Ça n'a pas tellement d'importance. L'idéal n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est le chemin. Et donc, vous avez besoin d'un idéal pour vous mettre en mouvement, ce qu'on appelle le triage, se mettre en mouvement. Et voilà en fait la notion de tension dynamique illustrée par l'exemple de Georges. Voilà, je voudrais terminer à ce stade. Je ne raconterai pas toutes les histoires. Et j'ai juste parcouru avec vous 5 clés vraiment importantes, qui est la raison d'être évolutionnaire à tous les étages. Donc, vous avez compris, hein, du rôle, du cercle et de la raison d'être, et de l'entreprise, pardon. La notion de rôle, cette mini-entreprise, le cercle est aussi un rôle un peu plus gros, et puis l'entreprise elle-même, qui est un créateur de valeur. Il n'y a que ça qui est important. Et que la responsabilisation des personnes est un moyen pour aller vers la création de valeur, qui est l'objectif ultime. Et puis, on a parlé de l'art du triage, la capacité tout à chacun de ne plus être en situation de dépendance et toujours être leader, de se mettre en mouvement pour faire avancer les choses, avec en plus un super pouvoir qui me permet de modifier, si je m'en empare, y compris la façon dont ça change dans la durée dans cette entreprise, y compris de modifier ce qu'on appelle autrefois l'organigramme et la structure des rôles. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? La tension dynamique avec l'exemple de Georges. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation et je vous remercie de votre attention.